Merci de suivre ce magazine Au-delà de l'actualité. Au-delà de l'actualité, nous sommes avec M. Corneille Moulumba. Il est pionnier de l'UDPS. Il a écrit un livre intitulé Piliers et dynamique pour un grand Congo. Et dans ce livre, il parle notamment, il se pose de nombreuses questions, notamment pourquoi la RDC ne décolle pas. Et il propose des réformes pour sortir de cette situation. Et parmi ces réformes, c'est la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo. Alors, parlons de la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui revient d'un voyage en Chine dans le cadre de cette coopération. Alors, nous avons reçu M. Corneille Moulumba pour nous parler de cet aspect du contenu de son ouvrage Piliers et dynamique pour un grand Congo. M. Corneille Moulumba, bonsoir. Bonsoir, maman Gisèle. Alors, nous parlons de votre ouvrage, Piliers et dynamique pour un grand Congo. Vous pouvez présenter l'ouvrage à nos téléspectateurs. L'ouvrage, c'est de combien de pages, votre ouvrage? Oui, c'est un ouvrage de 585 pages. C'est beaucoup, hein? Intitulé Piliers et dynamique pour un grand Congo. En fait, je me suis référé à... Je me suis inspiré de notre combat politique. Comme vous savez, ça fait 43 ans que nous nous battons dans cette affaire de l'UDPS. On a eu le temps de réfléchir beaucoup sur les raisons qui font qu'un pays que tout le monde reconnaît comme scandale géologique, avec tout ce que vous savez, et un pays avec un climat formidable, les gens continuent à crever de faim, on a une monnaie qui ne vaut rien, sur le plan international, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui nous bloque? Ça, c'est la première question. C'est une question, comment nous pouvons nous sortir de ce bourbier? Voilà l'objectif du livre, en disant qu'avec ça, quel que soit le gouvernement, celui-là aujourd'hui ou bien ceux qui viendront après, pourront tous s'en servir sur base du vécu, de notre expérience. Donc voilà un peu l'objectif. Ok. Alors par rapport aux solutions, aux réformes pour nous en sortir, vous avez proposé la coopération sino-congolaise. Oui, je parlais de la coopération générale. Un pays, je n'ai aucune intention de dire que notre pays doit vivre en autarcie. Je parlais de la coopération en général, et dans cette coopération, vous avez la coopération régionale, vous avez la coopération sous-régionale, vous avez la coopération avec les pays de l'Union européenne, des États-Unis, vous avez la coopération chinoise avec la Chine. C'est ça qui nous intéresse d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, d'autant plus que le chef de l'État vient de faire le voyage là-bas. Et de tout ce que j'ai observé, j'ai trouvé que nous avons beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui à renforcer la coopération avec la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine est devenue la première puissance mondiale, qu'on le veuille ou non. Sur le plan économique, sur le plan militaire, sur beaucoup de plans. Donc, ça veut dire que la Chine a les moyens financiers, les moyens technologiques, les moyens humains nécessaires, les intelligences nécessaires dont nous pouvons bénéficier. La Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine d'il y a quelques temps. On voit les petits bonshommes jaunes avec des chapeaux en paille sur la tête. Non, la Chine d'aujourd'hui envoie les hommes dans l'espace et maîtrise tout ça. Donc, et la Chine aujourd'hui a grandement besoin des minerais stratégiques dont notre pays dispose. Nous avons donc de quoi négocier, offrir, trouver notre intérêt dans ces négociations. Donc pour le développement des RDC, elle doit se tourner vers la Chine. La Chine peut apporter un plus pour notre développement, pour sortir du bourbier. La Chine peut nous apporter beaucoup, mais il ne s'agit pas de parler en termes d'aide. Il s'agit de ce que nous avons, les minerais que le monde entier recherche, et la Chine est prête, est intéressée par ces minerais. Alors, il y a eu ces fameux contrats chinois. Notre intérêt à nous, c'est d'avoir des infrastructures, n'est-ce pas? Eux, savoir les minerais. Alors, comment on peut trouver des compromis? Où est-ce qu'on peut sortir de là gagnant-gagnant? Alors, vous parlez de développement des RDC en misant sur la coopération avec la Chine, mais la Chine elle-même, elle vient de très loin. Alors, pour se développer, pour arriver là où elle est aujourd'hui, elle a compté plus sur elle-même. Et comment nous, on doit compter sur un pays qui a fourni des forêts? C'est exact. On peut remonter il y a 1000 ans. On parlait de la Chine. On parlait des routes de la soie, n'est-ce pas? Il y a très longtemps que la Chine a connu des échanges et tout ça. Bon, ça c'est sur le plan
entre-temps, la Chine est restée un pays, comment dirais-je, au revenu faible, c'est vrai. Mais la Chine s'est refermée sur elle-même pendant un temps. Elle a travaillé sur elle-même et s'est renforcée interne et elle a rebondi. On peut suivre ce modèle-là, cet exemple, cette façon de faire. Mais c'est même souhaitable que nous puissions aussi nous refermer sur nous-mêmes, reconstituer ce grand Congo, avoir une harmonie entre ceux du Nord, ceux du Sud, ceux de l'Ouest, se sentir pleinement congolais partout. Je pense qu'on crée alors et exploiter les forces que nous avons en nous. C'est pas mauvais de faire. Moi, je suis pour qu'on ferme pendant un certain temps toutes les frontières et qu'on se retourne sur nous-mêmes. Nous allons nous en sortir. On a de quoi? Est-ce que le Congo, pour manger, est-ce qu'on doit importer de quoi? On a importé que de manger d'où? On a tout sur place. On a tout sur place. Nous avons un pays à construire. Je pense que ce ne serait pas mauvais. Parce que, pourquoi vous parlez de la coopération chinoise? Mais on fait allusion à ce que nous avons connu comme coopération jusqu'à aujourd'hui, avec nos partenaires classiques, c'est-à-dire les Occidentaux en l'occurrence. Nous constatons que aujourd'hui, même au niveau mondial, eux-mêmes sont en perte de vitesse, économiquement parlant. Les Occidentaux. Ils sont en perte de vitesse, même militairement parlant, ils sont en perte de vitesse. Et donc, ils n'ont pas à nous offrir, eux-mêmes vont emprunter de l'argent à la Chine. Eux-mêmes vont emprunter. Alors, ils vont emprunter, je donne l'exemple à 10%, et ils vont nous prêter, nous, à 20%, comme ça ils prélèvent. Mais nous pouvons nous-mêmes traiter avec la Chine, emprunter auprès de la Chine. Mais ce que nous avons trouvé, c'est mieux, c'est de dire, nous négocions minerais contre infrastructure. Vous avez excusez-moi, nous avons les minerais, vous avez la technologie, vous avez la logistique. Alors, vous venez, voilà les infrastructures que nous voulons construire, venez construire et en contrepartie, nous vous cédons des minerais. C'est ce qui s'est passé dans le contrat chinois qui a été vivement critiqué par l'Inspection générale des finances. Non, je voudrais nuancer quelque chose. Je ne dis pas que l'IGF n'a pas eu raison de critiquer. La preuve en est qu'elle a juste titre lorsqu'elle dit que voilà, nous ne voyons pas les infrastructures comme on devrait le voir. La Chine a plus gagné que la République démocratique du Congo. D'abord, c'est le plan du principe. Lorsque vous négociez, moi je n'ai pas dit que les Chinois étaient décents. Lorsque vous négociez, vous devez envoyer les meilleurs d'entre vous pour aller négocier. Vous devez envoyer vos meilleurs experts pour négocier. Vous devez envoyer vos meilleurs patriotes pour aller négocier. Pas des gens qui vont négocier pour se faire de l'argent. Vous devez, comment dirais-je, maîtriser aussi les dossiers. Vous devez avoir des ingénieurs très bien formés. Nous avons combien d'ingénieurs spécialisés dans le mine et capables, et à la fois miniers et financiers, pour pouvoir négocier ces contrats. Parce que si vous n'avez pas ça, vous êtes comme des enfants de cœur et vous allez négocier des contrats pour des milliers, des milliards de dollars pour des générations. Ça ne peut pas aller. Donc, déjà, à ce niveau, il y a un problème. Ensuite, en prenant les contrats chinois tels qu'ils étaient signés maintenant, c'était en contrepartie de 6 milliards et 3 milliards pour les infrastructures. J'ai suivi récemment l'ancien responsable de ce dossier de contrat chinois, qui affirmait que, mais non, mais de quoi est-ce qu'on parle? Puisque sur les 3 milliards, 2 milliards sont encore disponibles. La question que l'on devrait se poser, c'est pourquoi ces 2 milliards ne sont pas exploités? Pourquoi on ne les a pas utilisés? Première question. Deuxième question. Pourquoi est-ce que l'action que nous devions faire devrait consister à faire pression sur la Chine pour qu'elle exécute les travaux? On ne le fait pas. On veut renégocier le contrat. Mais c'est quoi renégocier le contrat? Parce que, madame, quand on négocie, qu'on crée une société, ce sont des parts. Vous avez les 50% de parts, moi j'ai 50% de parts, on dit contrat signé 50-50. Mais si vous n'avez que 30% de parts, vous aurez 30% et moi j'aurai 70%, c'est moi qui me le reste. Alors, au moment où ces contrats sont signés, quel était l'apport du Congo par rapport aux moyens qu'il avait à ce moment-là? Aujourd'hui, quand on parle de 50-50, ne parlons pas comme des abrutis. 50-50, ça veut dire que nous devons sortir le moyen de racheter les autres parts pour avoir 6,50. Mais si nous devons sortir cet argent que nous n'avons pas, alors qui va nous donner cet argent? Là où M. Alinguete était aux États-Unis,
qui sont prêts à sortir de l'argent pour que officiellement on arrache les 50% de ce contrat. Mais alors, on aura gagné quoi, nous? Parce que, concrètement, nous devons réfléchir en termes des intérêts du Congo. N'oubliez pas que au sommet de Davos, l'avant-dernier, je crois, le président de la République avait annoncé la renégociation des contrats. Après ça, M. Linguete est allé aux États-Unis. C'est-à-dire quoi? Vous voulez dire quoi? Ils ont reçu une pression. Il est allé aux États-Unis, il revient aux États-Unis, il annonce ses enquêtes. Il n'y a pas de problème. Mais alors, on négocie d'abord, qu'est-ce qu'on fait des 2 milliards qui étaient là? Pourquoi on les exploite? Pourquoi est-ce qu'on ne fait construire 2 milliards, c'est pas peu. 2 milliards de dollars pour construire des infrastructures. Pourquoi on ne construit pas? Donc on devrait commencer par dire, construisez d'abord ça, et puis on négocie. Mais on ne fait rien, et on dit on va jamais négocier. Comme ça, on va se faire de l'argent? Non, je pense que dans l'intérêt du Congo, nous devions d'abord exiger l'application, la construction de ces 2 milliards, pour ces 2 milliards de dollars en termes d'infrastructures. Et je vous assure que ce n'est pas peu, 2 milliards. Alors, quand vous évoquez le voyage de l'IGF aux États-Unis, vous êtes de ceux-là qui estiment que si on a évoqué la question de la révision de ce contrat, c'est parce qu'il y a eu pression. Je suis convaincu, moi, qu'il y a eu pression. Au niveau il y a eu de pression au niveau des multinationales, au niveau des États-Unis, tout ça. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont en guerre économique et technologique avec la Chine. Particulièrement pour les minerais stratégiques du Congo. Le lithium, le cobalt et toutes ces histoires-là. Et la Chine contrôle une bonne partie de ces minerais. Donc, dans le cadre de leur concurrence, il est manifeste que les États-Unis partent perdants. Et c'est pour ça que, coûte que coûte, ils font des pressions considérables sur nos dirigeants pour qu'ils cèdent. Mais la question est, ils cèdent pour nous, Congolais, pour nos intérêts, nous, Congolais, ou bien ils cèdent pour les États-Unis? Les États-Unis nous offrent quoi? Des infrastructures ou ils offrent de l'argent? L'argent que, comme vous savez, chaque fois qu'on a eu affaire à eux, l'argent arrive par la porte et ressort par la fenêtre pour retourner chez eux. Nous n'avons rien. Si je pose la question, madame, depuis 30 ans, même 60 ans aujourd'hui, citez-moi les entreprises belges, françaises, américaines qui sont installées ici chez nous. Il n'y en a pas. Montrez-moi du doigt les constructions, les infrastructures qu'ils ont construites. Il n'y en a pas. Pourtant, ils ont payé pour des milliers de milliards. L'IGF devrait s'intéresser aussi à poser la question, entre 1960 et aujourd'hui, combien ils ont eu payé chez nous en termes de minerais? Allons plus loin. Depuis 1885 jusqu'à ce jour, c'est pour combien de milliers de milliards? Nous avons eu quoi? Eux, ils ont eu quoi? Ça devait être intéressant de faire un peu, demander par nos universités, demander à nos universitaires de faire des recherches et de nous donner un peu de chiffres. Voilà combien a été payé chez nous, de 60 jusqu'à aujourd'hui et de 85 jusqu'à aujourd'hui. Alors, avec ça maintenant, on a de quoi négocier. Mais sinon, si le président est en position de faiblesse, si le patron de l'IGF est en position de faiblesse, on va leur imposer des volontés qui vont tout à fait contre nos intérêts. Alors, face à la pression, on a comme l'impression que la pression dont vous faites allusion, on a comme l'impression que le gouvernement n'a pas cédé. Cela s'est justifié par le voyage du chef en Chine. Et là, il devait négocier autrement ses contrats. Cette fois-ci, ça ne sera plus entre des particuliers, des entreprises chinoises, mais entre le gouvernement chinois. Mais c'est bien de négocier des partenariats État à État. Très bien. Mais le contrat qui est là, appliquons-le. Je me répète, les 2 milliards là, construisons des infrastructures pour 2 milliards qu'on les fait. Commençons par là, puisqu'ils disent que l'argent est encore là. Et quand le gouvernement a fait pression, on a retiré 500 millions qu'on a donné au gouvernement. Moi, je me pose la question de savoir ces 500 millions sont arrivés dans quelle caisse? Est-ce qu'on a vu le budget de l'État? On a construit des écoles, on a fait quoi? On n'en parle pas. On sait seulement que les Chinois ont cédé 500 millions. Soyons rigoureux et on nous respectera. Voilà. Alors, Monsieur Corneille Moulumba, dans votre ouvrage dont
Vous parlez des réformes pour sortir la RDC dans la situation dans laquelle elle se trouve, où elle ne décolle pas. Vous avez évoqué les contrats, la coopération avec la Chine, et que cette coopération doit être dans quel domaine? Dans tous les domaines? Non, mais donc, je n'ai pas dit que la coopération doit être exclusive avec la Chine. J'ai dit simplement que nous avons un pays qui a des potentialités dans tous les secteurs, que nous avons intérêt à exploiter, que moi je propose que notre secteur minier, que nos produits miniers ne soient pas vendus contre de l'argent. Non, là vous appuyez plus sur le secteur minier. Hein. Pas seulement ça, j'ai dit les produits miniers peuvent nous servir beaucoup pour l'échange contre les infrastructures, pour construire les infrastructures dans notre pays. Mais à côté de ça, nous avons d'autres secteurs. Les mines peuvent nous permettre, dans ces négociations, pas seulement de construire des infrastructures, mais aussi de former, nous pouvons garantir d'emprunter pour permettre aux entreprises à relancer. Nous avons beaucoup de choses à faire. Donc, ça c'est un côté. Mais l'autre côté, si les Occidentaux, c'est des pays occidentaux, ou si la Russie est intéressée pour nous construire ces infrastructures que nous devons nous pointer, mais c'est très bien. Nous échangeons contre nos minerais. Les mines doivent nous servir à construire nos infrastructures. Peu importe avec qui, mais pour ça. Jusque-là, on était un terrain réservé à l'Occident. Je pense que ça s'est révolu aujourd'hui. Le monde a changé, le monde a évolué. C'est eux qui ont parlé du monde qui est devenu un grand village. Nous devons négocier avec ceux qui nous offrent les meilleures conditions en termes d'infrastructures, en termes de formation, en termes d'échange de technologie et tout ça. Mais nous devons coopérer dans tous les secteurs. Même le secteur agricole. Par exemple, la guerre en Ukraine nous a révélé à quel point le blé était important dans le monde. Mais, madame, la RDC peut produire plus de blé que l'Ukraine. Nous avons un climat formidable. Nous pouvons avoir 3 cultures par an. Chez nous, ne sommes pas comme en Ukraine. Dans tout ça, il faut que les Chinois viennent nous aider à faire de l'agriculture. Moi, je peux utiliser le mot aide. Non, viennent nous... Non, mais on fasse une coopération, voilà. Des partenaires. Si les Chinois, si les Russes, si les Américains, si les Belges, si les Français sont intéressés, voilà, nous coopérons. Mais cette Même dans le domaine de l'agriculture. Mais on a vu dans le secteur de l'agriculture avec les Sud-Africains, avec le projet Bukangalo, mais les résultats n'étaient pas fameux. Hein. Je voudrais revenir sur une chose. Quelle que soit la coopération, quel que soit le secteur, nous devons former nos gens. Et quand nous les avons formés, nous devons choisir parmi eux les plus patriotes. Pas des gens qui viennent se faire de l'argent. Comprenez? Des gens qui voient le Congo en grand, qui veulent se donner pour le Congo. Des gens qui sont prêts à se donner totalement pour le Congo. Mais si vous ne faites pas ça, vous envoyez pour négocier des gens qui vont se faire de l'argent. On va les corrompre et puis c'est fini. Il faut d'abord une sélection locale. Mais il faut une sélection locale et puis il faut une grande formation. Nous devons investir dans la formation de notre expertise dans tous les secteurs. Des pays qui forment 10 000, 20 000, 30 000 experts chaque année, des ingénieurs, nous en formons une centaine par an. Alors que nous avons tout un pays à construire. Donc, il faut si vous ne formez pas, madame, vous allez négocier comment? Déjà, nous parlons encore du minerai. Vous avez aujourd'hui la possibilité de connaître, la technologie permet d'identifier, de connaître nos gisements. Vous allez négocier quoi avec les Chinois, les Belges, les Français, les Américains si vous ne connaissez pas vos réserves en diamant, en cuivre, sont de combien? Ils viendront vous rouler. Hein, parce que... Mais un peu que vous roulez parce que vous êtes aveugle. C'est normal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une des tâches premières que notre gouvernement à laquelle devait se consacrer, c'est comment dirais-je, identifier nos gisements. Il faut identifier nos gisements, il faut connaître nos gisements, savoir combien il y a, ici il y a quoi et en quelle quantité, et avec quelle valeur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut négocier. Sinon, tout ça avec des formations. Bien sûr, il faut des formations, il faut la technologie. Nous devons signer des partenariats avec des pays qui sont technologiquement avancés pour nous aider à faire ce travail important, très important, d'identification de nos gisements et le travail d'évaluation. Et nos experts doivent pouvoir évaluer
ce que nous avons. Sinon, vous allez négocier comment? On va continuer pendant des siècles à parler des contrats léonins. Mais ces contrats léonins, c'est parce que vous ne savez pas négocier, parce que vous n'avez pas les informations. Vous parlez du cuivre, vous ne savez pas quel est combien sont vos réserves, n'est-ce pas? Donc, c'est d'abord la connaissance. Formons nos experts, formons nos ingénieurs, formons nos financiers qui soient en mesure d'évaluer ce travail là-bas. Négocions avec les pays qui ont des satellites et d'autres technologies pour identifier nos minerais. Ça se trouve où et en quelle quantité et à quelle profondeur. Alors quand on vient avec les gens, les coopérants et les ingénieurs, alors on est dupé. Hein? Mais on ne peut être que dupé, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le Congolais ne se préoccupe pas de l'essentiel. L'essentiel, vous allez négocier comment si vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas ce que vous avez, si vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous avez. Les Congolais ne connaissent pas la valeur de ce sur quoi ils marchent. Nous marchons sur le diamant, le lithium et tout ça, nous n'en connaissons pas la valeur. Ça, c'est un deux. Nous devons prendre conscience que nous devons tirer le maximum possible de ces minéraux stratégiques aujourd'hui, parce que demain, on peut découvrir d'autres minéraux ailleurs, ou d'autres technologies ailleurs. Et ces minéraux n'ont de valeur, le lithium n'ont de valeur qu'aujourd'hui, parce qu'on en a besoin pour le climat et tout ça. Et notre cuivre pour les batteries électriques, notre, cobalt. Mais si demain on a trouvé autre chose, mais ça ne vaut plus rien, nous n'allons pas manger le cuivre, nous n'allons pas manger le cobalt, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand des compatriotes, je comprends, ils disent voilà, on a négocié 30% contre 70%. C'est vrai, mais les 30% là, qu'est-ce que nous faisons? Ça c'est un. Nous avons un code minier qui nous donne des possibilités considérables. Qu'est-ce que nous faisons? C'est maintenant que nous devons négocier vendre nos minéraux avec les avantages du code minier. Les minéraux stratégiques aujourd'hui c'est presque 10%, là où ailleurs c'est 2, 5, 2,5 ou tout ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons quand même des possibilités que nous n'utilisons pas. Voilà que le mandat du chef d'État est en train de se terminer. Et quand le chef d'État arrive, il trouve ces contrats, il trouve ce code minier. Nous n'avons pas exploité. Nous n'avons pas exploité. Alors, pourquoi est-ce qu'au bout de 4 ans, ces 2 milliards n'ont pas été utilisés pour les infrastructures? Combien de routes on aurait pu construire? Combien d'hôpitaux, combien d'universités on aurait pu construire? Et rien. Donc, moi, je pense que le problème est à ce niveau-là et qu'on ne soit pas distrait dans le bagarre avec ceci, avec cela. C'est la révision, la négociation de contrats, oui, ça va prendre du temps. Mais entre-temps, exécutons ce à quoi nous sommes engagés, obligeons créer les conditions pour qu'on exécute ça immédiatement, qu'on nous construise ce qu'il faut, avec ce qui est déjà là-bas. Voilà. C'est plus important. Dans le domaine de la défense aussi, hein, secteur de la défense aussi, nous en avons grandement besoin de cette coopération. Un pays comme la RDC, 2 345 410 km², a une armée de 150 000 soldats à peu près. C'est un non-sens. Et nous avons, regardez nos militaires, qu'est-ce qu'ils ont comme armement. Mais la RDC, un pays comme la Corée du Nord, devrait avoir plus ou moins 25 millions d'habitants. Ils ont une armée de 1 250 000, je crois, soldats. Un pays comme la RDC, on devrait avoir 2 millions de militaires. Pourquoi est-ce qu'on nous importune à l'Est? Pourquoi est-ce qu'on ne déploie pas même 50 000 de nos soldats dans cette partie de ce pays? Pourquoi on ne prend pas cette décision-là au lieu de faire venir les troupes étrangères? Ne fût-ce qu'il n'y a pas la guerre au nord, il n'y en a pas à l'ouest, il n'y en a pas au centre. Alors débloquons au moins 50 000 militaires, déployons-le à l'est, et ça va nous aider à peut-être à faire face à cette situation. Nous avons nos minerais. Troquons-les contre les armes, madame. Troquons nos minerais contre les armes. On ne demande pas que nous faisons de l'argent. Nous avons des minerais. Il y a des pays qui sont intéressés. Vous êtes intéressés par télégisement. Très bien, d'accord. Nous vous cédons. Mais on a besoin d'autant d'avions de chasse, nous avons autant d'hélicoptères, besoin d'autant de canons, autant de missiles et des choses comme ça. Négocions, nous le savons, nous marchons dessus. Est-ce qu'on attend qu'ils soient totalement dévalorisés, obsolètes, pour que nous puissions faire quoi avec? Ça ne vaudra plus rien. Utilisons-les aujourd'hui pour nous équiper, pour nous armer. On n'a pas besoin d'une armée étrangère en RDC. On a les hommes qu'il faut, on a de quoi acheter les armes et utilisons ça. Donc, sans armée,
Comment est-ce qu'on peut assurer notre indépendance? Comment est-ce qu'on peut se faire respecter? C'est comme ça qu'à gauche, à droite, on nous importune parce que nous ne sommes pas là, nous ne montrons pas la hauteur de ce que nous sommes, ou bien nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. Le Congo est un grand pays, pas seulement dans l'espace, mais un pays qui pèse, qui doit peser dans le monde. Et il faut pour ça des dirigeants qui en sont conscients et qui œuvrent pour. Voilà. Alors, par rapport au voyage du chef d'État en Chine, alors on peut espérer, c'est-à-dire que vous appuyez ce contrat qui va désormais être entre gouvernement et gouvernement. Il y a de l'espoir par rapport à cela. Non, le principe est important, est intéressant. N'est-ce pas? On va négocier d'État à État. Mais ce que moi je sais, c'est que les pays occidentaux qui tiennent en otage un peu nos dirigeants ne vont pas laisser faire. Parce qu'ils sont en guerre économique avec les Chinois. Donc pour que le président, nos dirigeants soient forts, il faut qu'ils soient forts en interne, qu'ils mobilisent en interne, qu'ils créent la confiance interne. C'est-à-dire qu'on ait des partis politiques forts et qui peuvent peser, qui sont capables de mobiliser l'ensemble de la population et qu'on sente que le président est soutenu par sa population, par son peuple. Au travers des organisations sociales et autres. Pour faire face à cette pression des Occidentaux. Mais sinon, vous allez faire comment? Si vous ne pesez pas, il n'y aura pas tout ça. On doit faire en sorte que le dossier de contrat chinois, comme tous les autres, soit le dossier des Congolais. S'ils savent que n'importe qui, si celui-ci n'est plus là, celui qui viendra après, ce sera la même politique, parce que c'est une politique que nous avons tracée, alors on pourra progresser. Donc, je pense que ils ne vont pas laisser faire parce qu'ils considèrent le Congo, ils considèrent le Congo comme leur vache à lait et leur précaré, et que de ce fait, ils ne vont pas aussi facilement lâcher, ce n'est pas dans leur nature, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui font la guerre, ce n'est pas dans leur nature, ils ne vont pas nécessairement facilement lâcher. Il faut donc qu'on développe des mécanismes internes très forts pour les contraindre, lui faire comprendre que... Quels sont ces mécanismes très forts que vous faites allusion? Je parle d'abord d'une grande solidarité interne. Solidarité, oui. Hormis cela, oui. Je n'ai pas l'impression que le chef de l'État s'adresse beaucoup à son peuple. Vous voyez un peu, vous êtes dans le temps de Laurent Kabila. Il faisait beaucoup d'émissions. Hein? Il appelait, il parlait. Ça ne tombe pas dans l'eau. C'est une, comment dirais-je, sensibilisation, conscientisation. Oui. Conscientisation. Si les gens sont conscientisés, alors on crée des conditions. Si le président fait le tour du Congo, va régulièrement en province, pas pour un passage, faire 2 ou 3 jours dans telle province, et puis dans telle province, puis dans telle province, cela est important. Si le président va dans d'autres pays du monde, c'est important. Pendant tout un temps, le voyage du président de la République était seulement en Occident, en Belgique, en France, aux États-Unis et tout. Non, ici d'abord. Allez à Bassankoussou, allez pour montrer aux Congolais que mais c'est votre pays. Moi, je ne suis qu'un passager ici. Vous m'avez donné un mandat de 5 ans, j'ai un mandat de 5 ans. Si je parviens à vous satisfaire, vous pourriez, ce n'est pas acquis, m'accorder un autre mandat. Mais montrer que c'est votre pays. Si vous ne vous mettez pas debout, il n'y aura rien. Les partis politiques, même observez un peu, tout le monde est distrait. Les partis politiques, vous ne sentez pas une mobilisation sur les intérêts du Congo. On fait des marches, on se dit, pour la CENI. Mais le Congo, bon sang, le problème du Congo, c'est pas ça. Vous comprenez? Donc, mon point de vue est que les partis politiques, que les organisations de la société civile se mobilisent. Qu'il y ait unité à l'interne. Qu'il y ait l'unité. C'est le chef d'État qui doit créer les conditions de l'unité. N'est-ce pas? C'est ça son rôle. On dit qu'il est le garant de la nation. Mais c'est aussi créer les conditions de l'unité nationale pour que les Congolais se serrent les coudes et se défendent. M. Laurent Kabila disait, prenez-vous en charge. Ce côté est valable. Prenons-nous en charge, défendons nos intérêts. Si le chef d'État va là où il va en Chine, il va pour défendre les intérêts du Congo. Si cela est avéré, nous avons le devoir de le défendre. Mais s'il ne défend pas les intérêts du Congo, s'il cède aux pressions extérieures, nous devons dire, Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord. Parce que là, vous marchez sur, sur nos intérêts, nous ne pouvons pas. Le Congo nous appartient à tous. Le chef d'État n'est qu'un Congolais parmi d'autres, comme vous, comme moi, même s'il a des responsabilités particulières.
Mais c'est notre mobilisation générale qui peut l'aider à se sentir un peu plus fort, être plus résistant, si c'est que quand il va retourner, on va lui demander des comptes par son peuple. Donc, en gros, parce que nous tournons déjà vers la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité, en gros, dans votre extrait, dans l'extrait d'une partie, une bonne partie de votre ouvrage Pilier dynamique pour un grand Congo, là où vous évoquez la question de la coopération Chine-RDC qui peut permettre le redécollage de la République démocratique du Congo, vous appuyez cette coopération. J'appuie cette coopération, mais je ne parle pas que de la coopération chinoise. J'invoque d'autres éléments. Oui, vous évoquez d'autres coopérations. Je prends par exemple, pas en termes de coopération, seulement en termes de l'utilisation de la monnaie, notre monnaie. Dans ce pays, tout le monde utilise le dollar. Le dollar, ce n'est pas nous qui le fabriquons, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce qu'on peut se développer avec une monnaie étrangère? Comment est-ce qu'on peut financer nos projets, soutenir nos banques et tout le reste avec sans notre propre monnaie? La monnaie aide à fluidifier l'économie. Mais alors, si nous dépendons d'une monnaie étrangère, on ne peut pas s'en sortir. Donc, logiquement, on doit décider qu'à partir de tel moment, par exemple, à la fin de l'année, le dollar ne va plus circuler ici. Mais encore une fois, les Occidentaux ne vous laisseront jamais prendre une telle décision parce qu'ils savent qu'ils perdent le contrôle sur vous. Mais quel est notre rôle? Pourquoi nous faisons de la politique? C'est pour les Congolais, pour le peuple congolais, pas pour faire plaisir aux Occidentaux. Donc, avec les Occidentaux, ça n'a pas tenu, il faut aller voir ailleurs. Mais nous devons parler, c'est avec eux qu'on devons renégocier notre partenariat. Parce que le partenariat avec les Occidentaux a été désastreux pour nous. Alors aujourd'hui, puisque le monde est ouvert, négocions avec tout le monde et accordons et trouvons des compromis avec ceux qui nous offrent les meilleures conditions sur différents plans. Développement, minerais, formation, agriculture, entrepreneuriat, tout ce que vous voulez. Donc, ça doit être un projet. Est-ce qu'il est normal qu'on n'ait pas de courant électrique à Kinshasa? Est-ce qu'il est normal qu'on n'ait pas de loi à Kinshasa? C'est pas normal. Donc, ça veut dire que quelque chose n'a pas fonctionné. Il faut que ça change. Et nous devons nous décider à changer ça. Et c'est faisable, tout à fait. Voilà. Merci, M. Corneille Moulumba. C'est moi qui vous remercie, C'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Nous avons reçu M. Corneille Moulumba. Il est pionnier de l'UDPS. Et avec lui, nous allons parler. Le thème, c'est la coopération RDC-Chine, dont il a fait allusion dans son ouvrage intitulé Pilier et dynamique pour un grand Congo. Voilà, c'est la fin. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.